Les impromptus, c'est une parole libre mise en circulation. Les impromptus, c'est urgent. Alors, les impromptus, c'est l'immédiateté de la rencontre. C'est là, tout de suite, maintenant. Il est urgent de partager les histoires, de mettre en cercle les gens, même de manière inorganisée, comme les impromptus le proposent de le faire. Les impromptus, c'est une drôle d'aventure de rencontre, potentiellement une galère, mais dans toutes les galères, il y a quelque chose de magnifique qui se cache. C'est passionnant parce qu'en quelques instants, on se sent, on fait un pari, et puis on essaie de faire en sorte qu'une histoire nous relie. C'est offrir à tous ceux qui le désirent quelques mots qu'ils pourront colporter, partager, faire circuler. Nous avons imaginé les impromptus après 2 ans d'expérience dans le quartier des Épinettes, qui est donc un quartier politique de la ville, au cœur du 17e arrondissement. Pendant plusieurs années, nous avons proposé des contes sur l'espace public, avec des installations techniques extrêmement lourdes qui attendaient un public à une heure donnée, pour leur proposer des spectacles comme s'ils étaient à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et ça, évidemment, sur l'espace public. Et puis, nous avons vu que cette installation pouvait être effrayante pour certains de nos publics. Et que du coup, ils ne se sentaient pas forcément de venir, de franchir le pas, d'aller vers les chaises qui étaient installées à leur attention. Ce n'était pas forcément eux qui étaient invités, même si c'était pourtant chez eux, et que nous avions l'impression qu'ils étaient invités et qu'on les accueillait à bras ouverts. Alors, nous nous sommes dit, s'ils n'osent pas venir vers nous parce que cette installation est impressionnante, alors nous allons aller dans leur lieu de vie et sans installation, puisque le conte est protéiforme. Et c'est l'espace public qui nous a fait penser aux impromptus. C'est ainsi qu'il est venu à notre imagination et que nous avons créé les impromptus en se disant « allons dans les parcs qui sont fréquentés dans ce quartier des Épinettes ». Nous avons direct discuté avec la politique de la ville, qui donc s'occupe de tout ce qui est culturel, social. Et nous avons choisi 3 lieux dans lesquels les gens vont se promener. Alors seront-ils au courant ou pas que nous serons là? Nous ne le savons pas, puisqu'évidemment ce sont des impromptus. Donc nous savons que nous y serons. Nous aurons préparé nos histoires. Nous serons là avec des médias, peut-être leur faire une petite devinette en allant vers eux, leur proposer sous une ombrelle de tirer une toute courte histoire qui leur donnera envie, qui leur donnera le goût. Il y aura un accordéoniste, il y aura aussi un joueur d'orgue de barbarie qui seront là pour attirer les gens. Ça, c'est notre petite triche à nous. Et à partir de là, le conteur, lui, aura une facilité pour entrer en contact avec le public qui se présentera et pourra, au débeauté, lui raconter une histoire. Conter dans l'espace public, c'est un peu un pari, parce qu'il s'agit de rencontrer la personne en quelques minutes, de se définir, de la rencontrer, de raconter une histoire courte et puis de repartir. Donc, on espère que cette petite jonction va se faire et puis que chacun va repartir nourri de la rencontre et on espère avec le sourire. Et ce que partage ce temps impromptu, c'est aussi la nature juste d'éventualité des impromptus. Il y aura les gens qui seront là et les histoires qui y répondront. Ou bien les gens qui ne seront pas là et les histoires qui n'y répondront pas. On ne sait pas si on va avoir de l'écoute, si la rencontre va se faire. Et c'est peut-être ce qui, chez un conteur ou une conteuse, est l'enjeu le plus déterminant. C'est est-ce qu'on va se sentir utile à ce moment-là? Et là, la question reste ouverte. Les impromptus, c'est susciter un désir d'histoire, un désir d'échange, un désir de partage. Les impromptus, c'est à l'image de l'implantation de notre association Calliope dans le quartier des Épinettes. C'est un lieu dont nous allons sortir pour aller en plein air. Et ce lieu, c'est une bibliothèque pleine de livres. C'est une bibliothèque donc pleine de désirs d'histoire. Et c'est une bibliothèque dont nous sortons régulièrement
pour rencontrer ceux qui sont devenus des amis, des occasions de partage, des partenaires, des auditeurs, des conteurs qui nous ont offert leur récit de vie. Ce sont des occasions de vivre ensemble. Évidemment, imaginer un tel projet, c'était forcément évoquer Alain Gossel, puisqu'Alain Gossel raconte depuis plus de 40 ans, enfin a raconté pendant plus de 40 ans dans l'espace public. Il est d'ailleurs venu pendant un temps assez court, mais il est tout de même venu aux Épinettes, et il a raconté ici aussi. La pratique d'Alain Gossel pour les impromptus, elle est inspirante parce qu'il avait, comme beaucoup de films en témoignent, ce débit très rapide d'un conteur qui a comme un déroulé qui file. Parfois, peut-être les histoires ont besoin d'être racontées ainsi, sans terminer sur une longue fin. Alors bien sûr, Alain Gossel, pour ça, il m'inspire énormément, puisque les contes, en fait, ces contes à lui permettaient d'être directement en connexion avec la vie d'aujourd'hui dans la rue. Et c'est pas des histoires qui sont dans des univers lointains, ça peut être aujourd'hui, maintenant, ça se passe là, et donc ces histoires nous parlent directement. Donc effectivement, c'est un répertoire d'histoires courtes, assez facétieuses en général, et qui permettent quand même de déplacer un peu le regard. Qui est Alain Gossel ? Voilà une question dont nous ne ferons jamais le tour. Nous sommes nés trop tard. C'est un personnage urbain digne d'être immortalisé par un certain Robert Doisneau. C'est en Île-de-France le monsieur qui raconte les histoires, l'elfe conteur des cités qui fait l'objet d'un regain d'attention et d'hommage dans la communauté des conteuses et des conteurs d'aujourd'hui. C'est aussi l'auteur, publié par les éditions Syros. Mais qui est-il ? Quel a été son parcours ? Nous avons souhaité aller lui demander, en personne, rendre visite, comme d'autres l'ont déjà fait, à ce monsieur de 92 ans enfermé dans sa tour sans ascenseur de l'île Saint-Denis, et vivant au milieu de ses livres, un raconteur devenu personnage de conte. Puisque les impromptus se plaçaient sur ses traces, nous avons souhaité l'inviter à revenir sur ce qui l'avait amené à raconter dans ces mêmes quartiers. Bonjour Alain. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de l'association Calliope. Votre pratique du conte est devenue légendaire chez les conteurs comme auprès du public. Quand nous avons présenté notre projet des impromptus contés dans les parcs et jardins, dans la cité, aux Épinettes, nos interlocuteurs nous ont tout de suite parlé du marchand d'histoire, du monsieur qui raconte les histoires, et même de Chrysopompe de Pompinas. Nous avons alors compris que ces impromptus s'inscrivaient dans votre sillage. Et nous vous remercions de nous recevoir aujourd'hui pour pouvoir parler du travail que vous avez mené durant ces décennies dans des quartiers sensibles. Vous racontiez donc dans des lieux défavorisés, où les enfants étaient éloignés de la culture et qu'on appelle aujourd'hui des QPV, c'est-à-dire des quartiers politiques de la ville. Selon vous, quelle est la place des contes dans ces quartiers ? Il y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de règle générale parce que ça dépend en grande partie, disons, de l'origine géographique ou nationale des parents ou des grands-parents, des immigrés qui sont venus, et donc il y a des régions, des pays, ou des régions dans les pays où on raconte beaucoup, où il y avait encore, il faudrait que je dise tout à l'imparfait, puisque tout ça, pour moi, ça commence à être vieux, c'est derrière moi, c'est plus devant. J'ai l'impression que quand j'ai commencé à raconter, donc en 1970, beaucoup de ces quartiers qui actuellement sont considérés comme des quartiers défavorisés ou autres, ne l'étaient pas. C'était quelquefois des quartiers tout neufs. Alors je prends pas un exemple sur Saint-Ouen parce que c'est pas un endroit que je connais le mieux, mais par exemple la cité de la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois était toute neuve. C'était une cité qu'on venait de construire pour les ouvriers de Citroën,
à une époque où Citroën marchait bien. C'était un quartier d'immigration, d'ouvriers, ce n'était pas un quartier bourgeois du tout, mais ce n'était pas du tout un quartier difficile. C'était un quartier où il y avait très peu de chômage, tout le monde travaillait chez Citroën, tout le monde travaillait. C'était un moment où c'était plutôt une période de croissance et donc ce n'était pas considéré comme un quartier défavorisé, c'était un quartier tout neuf, à mon avis très très bien conçu, parce que moi j'ai beaucoup aimé le quartier de la Rose-des-Vents à Aulnay-sous-Bois, qui était au niveau urbanistique extrêmement bien. Bon. Est-ce que c'est vous qui avez choisi de raconter dans les quartiers? Oui et non. Ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse s'est passée à Paris, dans le 6e arrondissement, dans un quartier donc bourgeois et très agréable. J'étais tout près du Luxembourg, juste en face du métro Port-Royal. Et j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse dans le centre de Paris. Alors je suis venu en fait habiter en banlieue parce que je m'occupais à Clichy dans une association qui s'appelle le Service Civil International, qui est une association qui travaillait pour obtenir un statut de l'objection de conscience. Et dans cette association donc, dont je faisais partie, je m'occupais d'un cours d'alphabétisation qui avait lieu à Clichy, très près du boulevard Victor Hugo, très près de la porte de Clichy. Je me suis dit, il faut que je me rapproche de mon travail et de mon cours d'alphabétisation, à la fois parce que ça m'évitait des tas de va-et-vient, et à la fois aussi parce que, au niveau de l'alphabétisation, le fait d'être sur place, de connaître l'endroit où habitaient, vivaient mes élèves du cours d'alphabétisation, c'était très utile pour avoir un bon contact avec eux et savoir un peu ce qui les intéresse, leur centre d'intérêt, etc. Je pouvais fréquenter les cafés algériens de Clichy, et puis je les rencontrais dans la rue, enfin en dehors du moment du cours, donc j'avais un meilleur contact avec mes élèves, c'était quand même beaucoup plus utile que d'être très loin. J'étais un peu plongé dans le milieu, je fréquentais beaucoup les cafés algériens, et donc voilà, c'est là que j'ai un peu, c'est pas là que j'ai appris à compter, mais c'est là que j'ai appris à avoir un contact sympathique avec effectivement ensuite les jeunes ou les enfants à qui je racontais, parce que j'avais quand même une sorte de un certain contact avec des gens qui venaient d'un pays différent, et donc j'avais été un peu comment dirais-je, assimilé un tout petit peu à une civilisation, à une façon de vivre un peu différente. Et aujourd'hui, avec le recul, avez-vous le sentiment que les contes étaient vraiment nécessaires pour ces enfants dans ces quartiers-là? Je n'ai jamais considéré que quoi que ce soit nécessaire. Tout est possible, si je puis dire, et tout a des intérêts ou des avantages. En fait, un des facteurs qui joue aussi, c'est quelle est la pratique du conte en dehors de ce que je faisais moi ou ce qui se faisait à l'école ou ailleurs, ou dans les bibliothèques. C'est quelle est, suivant les régions et suivant les endroits, et l'origine géographique des gens, la place que le conte peut jouer dans la famille. J'ai l'impression qu'il y avait des familles, notamment dans certaines régions d'Algérie, il y avait des gens qui, chez eux, en Algérie, avaient effectivement des grands-mères ou des mères ou des tantes qui racontaient. Donc il y avait des enfants qui étaient habitués au conte. Alors à cette époque-là, les quartiers dans lesquels Alain racontait n'étaient pas dans la même situation, ce n'était pas exactement le même contexte, c'était des quartiers relativement nouveaux et les gens arrivaient et découvraient un confort de vie qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent. Les familles, elles, avaient l'habitude, par leurs origines, il y avait une transmission des histoires qui s'était faite, donc elles étaient peut-être un petit peu plus ouvertes aux histoires, donc le public était volontiers là. Les enfants par classe d'âge se réunissaient et venaient écouter les histoires. Nous ne sommes plus dans ce contexte-là. Les résidences ont vieilli, les familles ont changé et nous allons découvrir un nouveau public. C'est aussi beaucoup plus urbanisé. Est-ce que ce public-là est habitué comme il l'était au moment où Alain Gossel est entré dans ces quartiers-là? Est-ce que ces enfants-là sont encore habitués à écouter des histoires? Est-ce que les familles le font ou est-ce que l'école fait justement ça? Est-ce qu'on va répondre à une gourmandise et une curiosité en dehors de la gourmandise naturelle des enfants? Ça reste un mystère et un enjeu qu'on va découvrir sur place.
j'ai pas choisi vraiment d'aller raconter dans telle ou telle cité. Tout simplement, j'aimais bien marcher. J'étais curieux de voir le paysage, de marcher. J'aimais bien marcher, faire de grandes marches. Et donc, je me promenais dans les banlieues. Je partais de chez moi. Et puis, j'allais dans des directions différentes. C'est-à-dire que j'allais à La Courneuve, je pouvais aller à Épinay, à Saint-Ouen, quelquefois jusqu'à Argenteuil. Et bon, puis à Saint-Denis beaucoup, et à Villeneuve-la-Garenne. Et donc je me promenais pour visiter les coins, parce que ça m'intéressait au point de vue promeneur, quoi. En tant que promeneur, je me promenais autour de chez moi. Et puis, tout en me promenant, quand j'ai commencé à raconter dehors, parallèlement, je visitais et je racontais. Et donc, je me suis aperçu que finalement, à partir du moment où je pouvais raconter dans un endroit, une fois que j'étais venu 2 ou 3 fois, j'étais plus l'étranger qui vient en curieux, en touriste voir le point, j'appartenais au quartier, ou un petit peu quoi. J'étais un peu apprivoisé par le quartier, et inversement, le quartier, je me sentais un peu chez moi. À partir du moment où j'avais raconté 3 ou 4 fois dans un coin, il y avait des gens qui me connaissaient, qui avaient envie d'écouter une histoire, qui allaient me la demander, etc. Et donc, je m'appropriais le quartier, enfin, où j'étais approprié par le quartier. On a l'impression, quand on l'entend, Alain Gossel, que lui a raconté pour se faire accepter, pour que les enfants acceptent qu'ils se posent là sur un banc dans leur quartier. Il y a eu un moment où on a eu l'impression dans son interview qu'il y avait cet enjeu-là et que ça lui convenait bien finalement de pouvoir raconter, parce qu'il débarquait dans ces lieux avec aussi cette pulsion-là, cette activité de promenade et cette envie de rencontrer, quoi. Nous, on vient peut-être aussi avec d'autres enjeux. C'est vraiment cet élan d'aller vers les publics pour partager avec eux les contes, ces histoires qui sont essentielles. Le sens commun est porté, les valeurs sont portées dans les histoires, même dans les histoires les plus petites. Et ça, quand les gens l'entendent, quand ils prennent juste ces parfois 2 minutes, 3 minutes pour entendre une histoire, l'impact est fort. Ça leur éveille peut-être, et nous l'espérons, le goût des histoires. Peut-être auront-ils envie d'en entendre davantage ou d'en lire, ce qui serait très important. D'ouvrir à la lecture, d'ouvrir à l'écoute, et pourquoi pas aussi d'en raconter, c'est-à-dire d'aller chercher les mots pour dire, pour rentrer en lien avec l'autre, pour partager. Le conte ouvre à toute forme de partage, de lien, et puis aussi de réalisation de ce que nous sommes, de la société dans laquelle nous vivons. Ça ouvre à la réflexion. Les impromptus, c'est une exigence pour les conteurs, dans le choix des histoires qui seront partagées, même si elles sortiront du chapeau comme des oiseaux qui sortent de leur nid. Elles ont besoin d'une urgence, ces histoires, d'une urgence et d'une nécessité de faire grandir les oreilles qui les écoutent, car si la rencontre est brève, le message, lui, du récit ne l'est pas. Personne ne s'attend à ce qu'on raconte, alors c'est un peu curieux, c'est même insolite. Et donc il faut des histoires assez courtes et assez percutantes pour que ça ne dérange pas le fil de la vie des gens qu'on croise, simplement que voilà, on essaie qu'ils repartent avec un sourire. Pour ce genre d'occasion, comme les impromptus, les répertoires seront ceux des conteurs, c'est-à-dire incroyablement vastes. Évidemment un peu transformé. Il y aura des petites histoires brèves, mais il y aura aussi la possibilité de raconter une longue histoire en moins de 5 minutes. C'est un exercice pour les conteurs, c'est un exercice aussi pour l'auditeur, qui devra imaginer tout ce qui n'aura pas été dit. Il faut un conteur qui soit quand même assez solide. Oui. Parce que c'est à la fois très agréable et très intéressant, mais ça suppose d'accepter effectivement des choses qui sont pas tellement dans les habitudes traditionnelles des conteurs. Parce que en général, les conteurs aiment bien qu'on les écoute ou qu'on fasse semblant de les écouter, qu'on ait l'air de les écouter. Et il y en a pas mal qui supportent difficilement les types de public où, en fait, on a l'impression que personne n'écoute. Alors que souvent, l'écoute est très bonne. Moi, j'ai beaucoup raconté, par exemple, à la bibliothèque d'Argenteuil, sur la Dalle. Eh bien, c'est une bibliothèque où il y avait
souvent beaucoup de monde. Il y avait la dalle où jouaient les enfants, il y avait des parties de foot. Et s'il y avait un orage, tous les enfants qui étaient sur la dalle en train de jouer au foot rentraient dans la bibliothèque. Et il y avait des tas d'enfants qui faisaient des tas de choses. Alors il y avait des gens qui faisaient leurs devoirs, il y en avait qui discutaient entre eux, il y en avait qui jouaient aux dames, ou aux échecs, enfin toutes sortes de choses. Et puis il y en avait qui venaient écouter des histoires et quelquefois on avait vraiment l'impression que personne n'écoutait. Hein, et on s'apercevait tout d'un coup qu'à un moment donné où par exemple pour aller plus vite, sauter un passage en disant bon ben ça on le dira une autre fois. Et puis il y avait quelqu'un qui criait à l'autre bout de la salle, qui était en train de jouer aux échecs, qui criait mais t'as oublié de dire ça. Bon. Donc finalement, en fait, il y avait une écoute, on ne s'en rendait pas compte, mais il y avait une écoute beaucoup plus attentive qu'on ne pensait. Voilà qui est très encourageant, merci. Voilà. Les impromptus, ce seront donc des conteuses et des conteurs dans l'espace public. Ils peuvent être laissés vraiment sur le côté, les gens peuvent être indifférents à eux, parce qu'ils ne savent pas en fait ce qui va sortir de leur bouche et ce qui va pouvoir arriver jusqu'à leurs oreilles. Donc effectivement, les impromptus, c'est être dans cet espace public une éventualité. Alain Gossel raconte que son plus grand ennemi dans l'espace public, c'était le marchand de glace. Quels seront les rivaux qui seront les nôtres? Ce seront les surprises de ces instants-là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on rencontrera des enfants qui n'ont aucun goût et qui n'ont eu aucun contact avec les histoires. On sera sûrement une curiosité potentielle, mais en concurrence avec les jeux, les pigeons et les téléphones, puisque les enfants sont aussi gardés beaucoup par les téléphones et qu'eux ont la capacité de raconter des histoires très très animées en très peu de temps. Et en coupant l'enfant du monde, on va avoir tous ces concurrents-là qui sont modernes et que Alain Gossel n'avait peut-être pas. Donc c'est comme si les cartes se rejouaient à nouveau là. Je me souviens aussi par exemple de manifestations antiracistes sur les trajets classiques Nation, Bastille, République, etc. Et où tout le long du chemin, j'étais dans la manif et puis il y avait toujours des tas de gens sur le trottoir et quand je voyais un petit groupe où il y avait des enfants, je m'arrêtais le temps de raconter les trois chats et puis ensuite je continuais, un peu plus loin il y avait un autre groupe d'enfants, je racontais les trois chats tout le long du trajet, je l'avais raconté je ne sais pas combien de fois. Bon, parenthèse. Donc j'avais pas une grande expérience de la façon de démarrer, de la façon d'attaquer. Bon. Après j'ai trouvé le système, c'est-à-dire après j'avais toute une série d'histoires très courtes ou de petits poèmes, et je démarrais d'emblée, sans préalable ni rien, sans demander est-ce que vous voulez que je raconte l'histoire, j'arrive et puis je commençais à attaquer, mettons, avec les trois chats, ou avec le roi très gros et la reine très maigre, ou le gros ours, enfin, donc j'attaquais d'emblée. Mais à une époque, je ne savais pas, il fallait que je trouve une façon d'accrocher. Et alors, une des façons, c'était de regarder ce que les enfants faisaient, et à partir de ce que faisaient les enfants, de raconter une histoire. Alors, par exemple, un petit garçon qui mange une grosse pomme, je le vois manger la pomme, je m'approche et puis je dis, bon, il y a un garçon, il mange une pomme, et ben, la pomme grossit, la pomme grossit, la pomme grossit, et je fais une histoire qui après s'est appelée la grosse pomme, parce qu'après, je l'ai mise en forme pour qu'elle ait une bonne forme, quoi. À cette époque-là, donc, quand j'étais dans un jardin, je cherchais comment commencer. Alors, quelquefois, c'était parce que c'est l'époque où les montres n'étaient pas aussi bon marché que maintenant, bien les enfants étaient plus riches, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'à une certaine époque, les enfants, en général, n'avaient pas de montre. Et donc, quand on s'asseyait à peu près vers l'heure à laquelle il fallait qu'ils rentrent chez eux, entre la sortie de l'école et l'heure à laquelle on leur avait dit qu'il fallait qu'ils soient rentrés à la maison, ben, ils avaient besoin de savoir l'heure et ils venaient, dès qu'il y avait un adulte assis sur un banc, on était à peu près sûr qu'au bout de 5 minutes, on aurait un enfant qui viendrait demander quelle heure est-il. Alors là, bon, si j'étais assis et qu'un enfant venait en me demandant quelle heure est-il, je lui dis, bon, il est 5h30, ah, c'est l'heure de raconter une histoire, et je racontais l'histoire. Ou bien j'accrochais sur ce qu'ils étaient en train de faire, par exemple, c'était un gosse qui mangeait une friandise, alors là, j'avais un poème de, je sais pas si on peut appeler ça un poète, enfin, appelons-le un poète, d'un qui s'appelait Raoul Ponchon, je crois, qui était une sorte de gastronome, qui écrivait des petits textes, des petits poèmes sur la gourmandise.
Et il y avait par exemple parmi ces textes, le texte « Bien que vous soyez plus petit que le plus petit éléphant, vous avez beaucoup d'appétit. Continuez mon cher enfant, mangez jusqu'à perdre haleine toutes sortes de friandises. Tant qu'on en a la bouche pleine, on ne peut dire de bêtises. » Voilà, donc je sors avec par exemple ce petit poème, puis après on enchaîne sur autre chose. Quand je montais dans un métro et que par hasard, si c'était par exemple un mercredi ou des vacances, je tombais sur un groupe d'enfants, une classe ou un centre de loisirs qui se déplaçait en métro, et je me dis tiens, je vais leur raconter une histoire, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Bon, je vais commencer avec une histoire que je peux raconter en une station de métro. Donc j'avais 1 minute et demie, c'est le temps qui sépare habituellement en moyenne les stations de métro, donc je suis dans le métro assis sur le strapontin près de la porte, entre un petit groupe d'enfants. Je me dis, je vais la raconter. Une histoire courte, je vais raconter donc par exemple les 3 chats. Je peux aussi raconter une poésie, enfin. Bon, je vais mettons raconter les 3 chats, puisque ça fait le temps d'une station de métro et que je suis sûr d'avoir le temps de la finir. Après, on verra. Donc je commence, à peine les enfants entrés, je commence à raconter les 3 chats sans préalable, sans introduction. Je raconte les 3 chats, ils écoutent. Et puis quand on arrive à la 2e station, je leur dis « Où allez-vous » Ils me le disent, et d'après l'endroit où ils vont, je sais que j'ai devant moi 5, 10, 15 ou 20 minutes. Et là, je choisis une autre histoire à raconter. Et en général, ils sont d'accord pour que j'en raconte une autre. Bon, j'enchaîne comme ça, jusqu'au moment où j'arrive à peu près à ma station. Et alors là, je fais la pointe, si je puis dire. Je termine avec un texte très court qui me permet d'aller jusqu'à la station si mon histoire s'est arrêtée entre 2 stations. Alors là, le texte très court, en général, je choisis, pas toujours, mais souvent je choisis des extraits d'un poème de Claude Roy qui s'appelle « La complainte du métropolitain ». Alors c'est très commode parce qu'il y a par exemple un passage « Vous descendez à la prochaine, je continue, adieu mon cœur, on se verra cette semaine ou bien jamais, on vit, on meurt ». Alors pour les impromptus, bien sûr, Alain Gossel est vraiment une source d'inspiration, puisque pour moi, c'est lui qui m'a ouvert comme une clé l'univers des contes de la rue, quoi. Ici, maintenant, des histoires qui peuvent être réappropriées avec des gens de tous les jours et le même temps qu'on partage. Voilà, c'est le même temps, c'est pas un temps hors du temps, même si les histoires se passent ailleurs, c'est pas grave. En tout cas, ce qui se passe vraiment, c'est entre eux et moi, maintenant. Les impromptus n'ont pas le répertoire d'Alain Gossel. Nous ne sommes pas porteurs d'Alain Gossel, simplement œuvrant dans le chemin qu'il a tracé, la route qu'il a ouverte. Et le répertoire, ce sera celui de chaque conteur, parce que les histoires ont besoin d'être polies pour être partagées, d'être polissées, d'être longuement usées pour se risquer sur le bitume. Si c'est une solution et une proposition artistique qui vient aujourd'hui, c'est qu'elle émerge d'un diagnostic et en tout cas d'une expérience de rencontre préalable avec ces quartiers-là et ce public-là. C'est peut-être très réducteur de dire que c'est dans l'héritage d'Alain Gossel, puisque ça va répondre à des problématiques très précises et très actuelles. Avec la même incertitude sûrement que lui pouvait avoir. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont m'adopter? Comme il dit, est-ce que le quartier l'adopte? Est-ce que lui adopte le quartier? Est-ce que ça se fait? On va rencontrer des enjeux communs à lui, mais avec des problématiques qui sont vraiment propres au quartier des Épinettes et de ces différents squares dans lesquels on va être. Les impromptus, dans nos sociétés urbanisées, comme elles le sont, on se dit, ah là là, ils vont compter au milieu de la place Pouchet, ils vont compter au Martin Luther King, dans ces immenses espaces. Un compteur là, c'est insolite. Il ne faut pas oublier que d'un autre côté, on vient aussi à la tradition du conte, c'est-à-dire que dans les villages, on se réunissait et puis on écoutait les conteurs ou que le conteur se mettait à raconter. Au Maroc, sur la grande place, les conteurs racontent et les gens s'arrêtent et l'écoutent. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans une tradition, dans la tradition orale. Alors pour les impromptus, il va falloir être
totalement disponible. Moi, je ne peux rien prévoir, sauf d'être dans la rencontre. Si je vois quelqu'un qui est une femme enceinte, je vais lui raconter quelque chose autour de la naissance. Si je vais rencontrer un petit bonhomme qui a un grand sourire, je vais lui raconter un personnage qui est rayonnant. Ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe. Donc ça, c'est intéressant de voir, comme si on était des expérimentateurs, le conteur fait une action un peu d'observation aussi, d'empreinte sociologique, et se questionne sur qu'est-ce que je peux faire moi dans ce milieu aujourd'hui. Il y avait une fois 3 chats. Un chat blanc, un chat noir et un chat gris. Le chat blanc était tout blanc et il voulait être noir. Le chat noir était tout noir et il voulait être blanc. Et le chat gris, tout gris, est très content d'être tout gris. Le noir, il se trempe et il se roule dans tout ce qui est blanc, dans le sucre, dans la farine, et à force de se rouler dans ce qui est blanc, il devient gris. Le chat gris qui voulait rester gris, reste gris. Le chat blanc, lui, il se roule dans tout ce qui était noir. Il se roule dans la boue, il se roule dans la terre, il se roule dans le caca aussi, parce que c'est noir parfois. Et à force de se rouler dans tout ce qui est noir, le chat blanc devient gris. Et tous les 3 sont gris. À ton avis, lequel de ces 3 chats est le plus intelligent? Moi, je crois que c'est le gris. De toute façon, il a plu. Le chat blanc est redevenu blanc, le chat noir est redevenu noir, le chat gris était toujours tout gris. Ils ont été très contents d'être comme avant. Mais surtout, ils ont été très contents de s'être rencontrés dans mon histoire et de s'être fait de bons amis, du chat blanc et du chat noir et du chat gris. Parce que l'important dans la vie, c'est pas d'être blanc ou noir ou gris, c'est d'être comme on est et d'avoir de bons amis.